arborescentes dans les graphes, que ce soit des notions de parcours, et on verra aussi une preuve assez classique d'algorithme de graphes liée à des graphes pondérés. Donc je vais commencer par Monsieur, on ne vous entend plus parce que vous avez mute. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, merci. Merci. Ah, désolé, il me joue des tours. Bon, je recommence donc ce que je disais. Ce que nous avions vu la dernière fois sur la preuve pour la recherche d'un circuit aérien, c'était l'utilisation d'un algorithme de marquage. Cet algorithme de marquage, en fait, c'est un type particulier d'algorithme dit de parcours, puisque ce que l'on fait à ce moment-là, c'est que, comme vous voyez, on se déplace vers les sommets du graphe en suivant un certain ordre, et cet ordre est induit par la règle de parcours et donc aussi par les arêtes, ou dans le cas présent, puisque c'est un graphe orienté, les arcs du graphe. Et ici, la règle de parcours des sommets correspondait donc à dire qu'à partir d'un sommet marqué qui était le sommet A, eh bien à chaque fois, s'il existait un sommet non marqué qui était prédécesseur d'un sommet marqué, on marquait ce sommet. Et dans le cas présent, ce que l'on faisait également, c'est qu'on marquait l'arc, mais ça c'est parce qu'on en avait besoin, j'y reviendrai aussi. Donc, si je reprends cet algorithme, on avait donc A qui était marqué. Ensuite, eh bien, il y avait deux candidats possibles qui étaient B et D. Et là, comme on ne nous indiquait pas de règles pour choisir, si on nous avait dit s'il y a des choix, eh bien, on va prendre le plus petit sommet dans l'ordre lexicographique, j'aurais pris B. Là, c'est aléatoire, c'est au choix, donc j'ai pris D. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs choix possibles avec cet algorithme de parcours. Et ensuite, eh bien, j'ai choisi E qui était un cas possible, puis B, et ensuite les suivants. Mais si je reviens ici à ce parcours, ça revient à dire que je fais un parcours des sommets, c'est-à-dire que je liste les sommets dans un certain ordre. Dans ma liste, j'aurai donc d'abord le sommet A, puis ensuite le sommet D, puis ensuite le sommet E, puis ensuite le sommet B, et ainsi de suite. Donc finalement, quand je parcours ici ce graphe selon cet algorithme de marquage, comme on avait vu la dernière fois, je vais marquer tous les sommets, donc je vais parcourir tous les sommets, et je vais les parcourir dans un certain ordre. C'est l'ordre dans lequel j'ai marqué les sommets. Donc en fait, le fait de parcourir les sommets dans un ordre qui est induit par un algorithme et évidemment par les arcs du graphe, c'est ce que l'on appelle un parcours. Donc ici, vous voyez que j'ai parcouru les sommets dans un certain ordre, donc comme je vous le disais, hein, A, D, E, B et ainsi de suite. Et ce que cela m'a donné aussi, c'est que si je considère les arcs que j'ai pris dans ce cas-là, vous vous souvenez que ça m'a donné une anti-arborescence couvrante. Cette anti-arborescence couvrante, elle est la conséquence du parcours. C'est-à-dire que j'ai choisi, pendant que je parcourais les sommets, de marquer également les arcs, mais cet algorithme-là est un algorithme de marquage ou de parcours des sommets du graphe. Donc nous allons repartir de cette idée-là, et vous avez déjà un peu vu ça en TD, mais on va le reprendre en fait. C'est cette idée de parcourir les sommets d'un graphe dans un ordre qui est induit par un algorithme ou une structure de données, mais en fait c'est un peu la même chose, et qui va donc aussi suivre les arcs du graphe. Alors, un tel parcours,
est parfois appelé trop généralement un tri topologique. Alors, si vous voyez parler de tri topologique, en effet, ça correspond à ces notions de parcours de graphes, mais ce n'est qu'un tri dans un type très particulier de graphes qui sont des graphes orientés avec des sommets numérotés, tous des numéros différents, et pour lesquels, sur chaque arc, le numéro du sommet extrémité initiale est plus petit que le numéro du sommet final. Là, on peut parler de tri topologique parce qu'il va mettre finalement les éléments dans un certain ordre, mais sinon, on parlera simplement de parcours pour des graphes quelconques et pas de tri topologique. C'est un peu un excès à chaque fois de le présenter de cette façon-là. Bien, alors, ces notions de parcours de graphe. Donc, comme on l'avait vu, qu'on vient de le voir tout de suite, ici, je vais voir des graphes non orientés. Les algorithmes de marquage sont en quelque sorte des algorithmes aussi de parcours. Alors pourquoi? Si je prends le graphe G qui est ici, vous voyez que finalement, si je pars du principe que, si je pars du principe que j'ai commencé, comme on l'avait vu, à marquer le sommet A qui est ici. En fait, je vais utiliser les relations de voisinage, c'est-à-dire que les voisins de A, c'est soit D, soit B, soit C. Donc en fait, c'est comme si à l'intérieur de mon marquage, ces sommets étaient visibles. J'ai vu le sommet A qui est marqué, donc je vois tous les voisins des sommets qui ont été marqués, notamment du sommet courant qui est A. Imaginons maintenant que je choisisse de marquer son voisin, puisque je le vois qui est B. Eh bien, maintenant, ce que j'ai en plus, c'est qu'en plus de voir C et D grâce à A, je vais aussi voir E. Et donc, la liste des sommets dont je dispose pour mon prochain parcours pourrait être soit D, soit C, soit E. Et donc, en fait, tout ce qui va être algorithme de parcours ou de marquage, c'est le choix du nouveau sommet qui sera marqué en fonction finalement de cette notion qui sont tous les voisins des sommets déjà marqués. Donc ici, j'ai marqué d'abord A dans mon parcours, ensuite j'ai marqué B. Et vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai le choix entre C, entre D et entre E. Et tout ce qui va être algorithme de parcours va correspondre à dire dans cette liste-là, qu'est-ce que je vais choisir. Si par exemple, je choisis D, alors évidemment, D n'est plus dans ma liste, mais comme D voit maintenant H, dans ceux que je peux prendre, je vais rajouter H. Et donc, comment choisir à chaque étape le sommet que je vais prendre pour finalement le prochain sommet marqué va dépendre finalement soit d'un critère, qui peut être un critère de poids, de valeur, etc., soit tout simplement de la structure de données dans laquelle je vais ranger les sommets que je viens de voir. Alors, je vais rappeler un principe de base que vous avez dû voir en algorithmique, mais je vais le remettre ici. Si je vous donne une liste ici, d'entiers, et que je vous demande quel est le plus grand de ces entiers, vous allez naturellement me dire 11. Et vous allez me dire 11 d'un simple coup d'œil. Le simple coup d'œil, c'est parce qu'un être humain a une vision simultanée, d'une certaine façon, d'un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que si je pose devant vous, par exemple, 4 craies, vous allez tout de suite voir qu'il y en a 4. À partir de 5, 6 ou 7 craies, vous allez commencer à compter pour savoir combien il y en a. Mais vous avez une notion simultanée. Et là, comme on a une vision globale, on voit tous les entiers en même temps. En un ou deux coups d'œil, on arrive à trouver le fait que c'est 11, parce qu'on a cette vision simultanée. En fait, comme vous le savez, dans le principe algorithmique, parce que c'est le principe d'un ordinateur, l'ordinateur, lui, voit un seul élément à la fois. C'est-à-dire, c'est un poisson rouge qui est myope, l'ordinateur, mais qui est très rapide. C'est-à-dire que quand votre ordinateur, à un moment donné, voit la valeur 2, il ne voit pas les autres valeurs. Et si à un moment donné, il passe à la prochaine et que dans ce cas-là, il voit la valeur 7, il va oublier, sauf si on l'a stocké pour lui, qu'il avait vu 2 précédemment. Donc en fait, ça revient à dire que même si je dispose de toutes les valeurs, je ne peux en voir qu'une seule à la fois.
Ce qui revient à dire que dans mon algorithme de marquage, quand j'ai marqué ici le sommet A, en fait, oui, je sais que je peux avoir accès à C, à B ou à D. Si, comme je l'ai fait tout à l'heure, je marque B, et que maintenant c'est B que je vois, eh bien, bon, dans le cas présent, il se trouve que C, D, E sont aussi voisins de B, mais imaginons que cette arête-là n'existe pas, eh bien, quand je suis en B, quand mon algorithme est en B, il a oublié d'une certaine façon la valeur D, parce qu'elle n'est pas voisine de B, il ne la voit plus. Donc, même si à un moment donné, j'ai eu connaissance de D parce qu'il était voisin de A, si je n'ai pas stocké à ce moment-là C ou D d'une certaine façon, eh bien, je vais l'oublier, je vais devoir voir B. Dans l'algorithme qu'on avait vu sur le circuit eulérien, tel que je vous l'ai présenté, ça revient à dire qu'à chaque étape, finalement, je serai obligé de regarder tous les sommets pour savoir si, pour certains d'entre eux, ils ont un successeur marqué. Donc ça, c'est la pire des situations, on peut évidemment améliorer, dans lequel, à chaque étape, il faut que j'aille revoir tous les sommets pour voir ce qui se passe. C'était le cas dans mon algorithme précédent. En fait, ici, dans ces algorithmes dits de parcours assez classiques, on va stocker ces sommets que l'on voit à un moment donné au fur et à mesure. Et dans ce stockage, finalement, la manière de choisir le prochain sommet va m'induire le parcours, c'est-à-dire la liste des sommets tels que je vais les voir. Alors, on va revenir à des choses, là aussi, c'est un petit peu basique ces notions-là. C'est qu'il y a donc deux structures de stockage qui sont utilisées classiquement pour faire les parcours, qui sont les fils et les piles. Alors, vous savez, la manière de les appeler avec ce I et ce O. Hein, vous avez, quand c'est une file first in, first out, qu'est-ce que cela revient à dire? C'est que c'est une structure de données dans laquelle le premier élément que je vais lire, c'est celui que j'ai stocké le plus anciennement. Alors, pardon. Ah oui, je croyais que vous aviez des questions. Je viens de m'indiquer juste cette chose. Pardon, je reviens. Un petit souci de tablette encore une fois. Ça commence à être fatigant. Mais c'est comme ça, on va faire ça. Bien. Donc, c'est ce premier arrivé, premier servi, si l'on veut aussi. Ou alors, c'est aussi dernière arrivée, dernier servi. Hein. First in, first out, c'est la même chose que l'ILO, last in, last out. Mais bon, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas. Alors, dans cette notion-là, il faut évidemment avoir un sommet de départ que l'on va considérer ici comme étant le sommet A. Et l'idée de cet algorithme, c'est le fait de dire que à chaque fois que l'on a un sommet qui est un sommet marqué, on va mettre dans la structure tous ses voisins non marqués. Premier principe. Deuxième principe, c'est qu'une fois que l'on a fait ça, eh bien, le prochain sommet que l'on va traiter, c'est celui qui est en tête de file, et on va donc le sortir de la file, et il va devenir le sommet courant. Et qu'est-ce que l'on va faire avec ce sommet courant? Eh bien, on va mettre dans la file l'ensemble des sommets qui sont voisins de ce sommet courant et qui n'ont pas encore été marqués. Donc, il y a l'aspect de marquage qui reste toujours la même chose, sauf qu'ici, la structure de données, cette file, elle va servir à savoir quel est le prochain sommet marqué, sachant que ce prochain sommet marqué, il l'aura été parce qu'il aura été voisin d'un sommet qui a été précédemment marqué. Donc ici, je démarre en mettant finalement, ce que cela revient à dire, c'est que je mets mon premier sommet marqué A dans la file et je vais démarrer à ce moment-là. Donc mon sommet courant devient A. Donc je vais regarder si A a des voisins qui n'ont pas été marqués. Alors je vais les prendre par exemple ici dans l'ordre lexicographique, mais comme tout à l'heure pour mon algorithme de marquage pour le lérien, si je n'ai pas d'indication sur quel sommet, quel voisin je vais choisir ou dans quel ordre je vais choisir les voisins, je peux prendre celui que je veux et donc il y a plusieurs parcours possibles. Donc ici, je vais prendre l'ordre alphabétique, donc je vais prendre B, qui est un voisin non marqué, et donc je vais prendre B et le mettre dans la file. Je vais mettre C dans la file. Donc pourquoi j'ai marqué B? Parce qu'il est voisin de A, et pourquoi j'ai marqué C? Parce qu'il est voisin de A.
Et pareil pour D, que je vais marquer et que je vais mettre ici dans la file. Donc comme A, évidemment, était dans ce cas-là dans la file et que je l'ai sorti comme sommet courant, eh bien vous voyez ici que j'ai pris A. A était donc le premier sommet qui était marqué. Et donc je vais maintenant regarder, est-ce que ma file est vide? Si ma file est vide, eh bien je ne peux plus avancer, donc mon traitement est terminé. Là, ce que je vais voir, c'est que non, la file n'est pas vide. Donc, je prends un nouveau sommet courant qui est B. Je regarde B qui est ici. Est-ce que B a des voisins qui ne sont pas marqués? C est marqué, D est marqué, mais E ne l'est pas. Donc, je vais marquer E. Je marque E parce qu'il est voisin de B et je mets E ici dans ma file. Donc, B, évidemment, B ne se trouve plus ici. Et donc, maintenant, je regarde, est-ce que ma file est vide? Non, ma file n'est pas vide. Je prends la tête de file qui est C. Pardon, j'ai un petit souci. Encore une fois. Voilà. Je prends donc C qui est ici dans ma file. Je recommence. Voilà. Donc C est ici. C, est-ce qu'il a des voisins non marqués? Donc j'ai un peu accéléré. Oui, il a F puisque B est déjà marqué. Donc je mets F dans ma file. Donc C n'y est plus. Je regarde, est-ce que ma file est vide? Non. Donc je sors la tête de file qui est D. Je regarde si D a des voisins non marqués. Je trouve H que je mets dans ma file. Donc c'est terminé ici pour D. Il n'a pas d'autres voisins non marqués. Donc maintenant, je sors la tête de file qui est E. Je regarde si E a des voisins non marqués. Non, il n'a aucun voisin non marqué. Donc, c'est terminé pour lui. Est-ce que ma file est vide? Non, il y a F. Je prends F, je sors ici F de la file. Je regarde si F a des voisins non marqués. Oui, il a un voisin non marqué qui est I. Donc, je vais ici mettre I, pardon, ici dans la file. Est-ce que ma file ici est vide? Non. Pardon, non, elle n'est pas vide. Donc, je vais sortir ma tête de file qui est H. Est-ce que H a des voisins non marqués? Non. Est-ce que ma file est vide? Non. Je sors la tête de file qui était I. Est-ce que I a des voisins non marqués? Non. Est-ce que ma file est vide? Oui. Et donc, dans ce cas-là, j'ai terminé mon parcours. Et mon parcours, c'est A, B, C, D, E, F, H, I. Alors ici, évidemment, l'exemple que j'ai pris fait que vous le retrouvez dans l'ordre alphabétique, mais ça c'est un hasard, ou du moins c'est juste pour l'exemple. Mais vous voyez finalement que ce qui va induire l'ordre dans lequel ici je vais voir apparaître mes sommets, c'est cet algorithme de marquage qui va donc être influencé par mon algorithme FIFO. Et donc ici, ce que l'on voit aussi, c'est que puisque pour les mêmes raisons que ce que l'on avait vu pour le circuit eulérien, un sommet ne peut être marqué qu'une seule fois. Ça revient à dire d'une certaine façon que ce que j'ai eu, c'est une orientation. Évidemment, je suis dans un graphe non orienté, mais on a vu qu'initialement, j'avais marqué B, j'avais marqué C et j'avais marqué D parce que A avait été marqué. Et de la même manière, j'avais marqué E parce que B avait été marqué. Donc j'ai une notion quelque part de parent-enfant dans cette structure-là. Ce pourquoi, évidemment, comme un sommet peut être marqué une seule fois, eh bien, ce que les arêtes que j'ai pris ici, qui sont les arêtes qui correspondent à l'ancêtre par rapport auquel j'ai été marqué, eh bien, ces arêtes-là vont me former un arbre couvrant. Donc c'est pour ça que cet algorithme de parcours, le parcours, c'est ce qui est ici. Vous voyez que ce parcours, il est induit à la fois par le fait que j'ai pris une file, mais aussi par les arcs, évidemment, du graphe lui-même, et que ce qui va m'induire quand j'ai considéré les arêtes au moment des choix, c'est un arbre couvrant. Donc, voilà pour la première manière de faire ce parcours. En fait, je vais effacer tout.
si on reprend, pardon, hop. Si on reprend le principe de départ, en fait, tout cet algorithme correspond à dire quoi si je prends le FIFO? Vous avez une structure de données. Cette structure de données peut être vue comme une boîte noire. C'est simplement une structure de données dans laquelle vous allez finalement mettre des données, donc on entre des données, sur lequel vous allez pouvoir sortir une donnée et qui va vous dire à chaque fois aussi si la boîte est vide ou non. Donc en fait, on commence par marquer un sommet en fait et par le mettre dans la boîte. Et l'algorithme sera toujours, quand je prends cette boîte-là, tant qu'elle n'est pas vide, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on sort une valeur et ensuite on marque et on entre les voisins non marqués de X. Voilà. Et à chaque fois, finalement, ces algorithmes-là, quelle que soit la structure que vous avez, fonctionnent de cette façon-là. Et là, dans l'exemple que l'on vient de voir, la structure que l'on a utilisée, pour l'instant, c'est une structure FIFO, mais c'est un exemple. On va en voir évidemment un autre, hein, vous vous en doutez, mais le principe est toujours celui-là. Alors, dans l'exemple que je viens de donner, ça ne change pas grand-chose, mais finalement, on peut avoir deux types de parcours aussi selon certaines structures. Soit le parcours, c'est la liste des éléments dans l'ordre où je les ai rentrés, soit c'est la liste des éléments dans l'ordre où je les ai sortis. Quand vous prenez un FIFO, l'ordre dans lequel les éléments rentrent, c'est l'ordre dans lequel les éléments vont ressortir. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on peut dire en général, si on fait quelque chose qui est plutôt, alors on peut avoir tendance à dire que si on prend la liste au moment où on entre, c'est préfixe. Sinon, c'est soit postfixe ou suffixe. Parfois, c'est appelé de cette façon-là. Dans le cas de la FIFO, encore une fois, l'ordre, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé pour l'instant, était le même. Il n'y a pas de différence entre l'entrée et la sortie. Bien. Alors, la deuxième structure, évidemment, c'est la pile. La structure, donc, last in, first out, hein, c'est la pile d'assiettes. La première que j'essuie, c'est la dernière qui a été lavée. C'est pourquoi ce n'est pas très pratique. Et donc, vous avez vu cette structure-là. Là, évidemment, l'ordre dans lequel les éléments vont rentrer et l'ordre dans lequel les éléments vont sortir ne va pas être le même. C'est pour ça que je vais notamment les distinguer, ces deux ordres. Alors, on va refaire la même chose que précédemment, mais cette fois-ci avec évidemment la pile et en repartant encore évidemment du sommet A. Donc, je pars de A et ici, je mets A à l'intérieur de ma pile. Je vais donc avoir le sommet courant et la liste. Vous voyez que l'ordre, alors je vais le mettre de haut en bas. Ici, j'ai inséré A, qui était le premier élément que j'ai inséré. Donc ici, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais regarder si ma pile est vide. Ma pile n'est pas vide, donc je vais dépiler un élément, c'est-à-dire qu'ici, je vais mettre comme premier élément dépilé A, qui va être mon élément courant, et je vais donc le sortir de la pile. Voilà. Et donc, je vais regarder s'il a des voisins non marqués. Je vois que A a des voisins non marqués. Donc, je vais les prendre toujours pareil. J'ai B, que je vais donc mettre dans ma pile. J'ai C, que je vais mettre dans la pile. Et j'ai D, que je vais mettre aussi dans la pile. Voilà. Et donc, vous voyez ici, dans quel ordre est-ce que j'ai traité? Eh bien, après A, j'ai empilé B, puis ensuite C, et ensuite D. Vous voyez, ça, c'est l'ordre dans lequel, ce qui est écrit à gauche, j'ai inséré les éléments, hein, de haut en bas. Donc, maintenant, je vais regarder si ma pile est vide. Ma pile n'est pas vide. Donc, puisque la pile n'est pas vide, je vais dépiler. Donc, je vais sortir le deuxième élément qui est D, qui devient mon élément courant. Donc, il n'est plus dans la pile. Et ici, je vais regarder donc si D a des voisins non marqués. Oui, il y en a un qui est H. Donc, je marque H, et ce H, je vais l'insérer en tête de pile ici. Est-ce que ma pile est vide? Eh bien non. Donc, je vais dépiler ce qui est en tête. Ici, c'est H.
Donc, je vais mettre H ici. H donc devient mon sommet courant. Donc, maintenant que H devient mon sommet courant, je vais regarder si H a des voisins non marqués. Oui, il en a 3. Je vais les prendre encore une fois dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire E d'abord, puis F, puis I. Donc, je vais les rajouter E, F et I. Est-ce que ma pile est vide? Non. Donc, je vais dépiler ici, je dépile I. Une fois que j'ai dépilé I, je regarde, est-ce que I a des voisins non marqués? Non. Donc, maintenant, je vais dépiler F, puisque ma pile n'est pas vide. Donc, je vais mettre F ici. Est-ce que F a des voisins non marqués? Non. Est-ce que ma pile est vide? Non, donc je dépile. Je dépile E, que je mets ici. E n'a pas de voisins non marqués. J'accélère un petit peu. Je vais dépiler C, puisque ma pile n'est pas vide. Je dépile B. Et vous voyez ici donc que j'ai maintenant une pile qui est vide et j'ai terminé mon parcours. Donc, si vous regardez, la chose qui est ici, c'est le fonctionnement et sur le principe exactement le même. Hein. Ma structure de données, ma boîte noire dans laquelle je stocke des données, elle est ici. Sauf que, évidemment, puisque c'est une structure LIFO, elle ne va pas sortir les éléments dans l'ordre où je les ai rentrés. Vous voyez que vous avez donc 2 parcours. Vous avez ici un parcours dit préfixe qui est A, B, C, D, H, E, F, I. Et puis, vous avez ici un parcours suffixe ou postfixe, pour utiliser les deux, qui est A, D, H, I, F, E, C, B. Ce ne sont pas les mêmes parcours. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez établir la liste des sommets tels que je les ai vus, finalement, eh bien, vous pouvez dire, si vous faites à partir de cette chose-là, un parcours plutôt préfixe ou plutôt suffixe. Habituellement, c'est souvent le suffixe qui est considéré. Quand on ne dit rien, on affiche l'ordre dans lequel on dépile les sommets, c'est-à-dire l'ordre des sommets courants. Donc, si on ne vous précise pas dans un parcours LIFO s'il est préfixe ou suffixe, souvent c'est suffixe que vous pouvez considérer. Ce que l'on voit aussi, c'est que si je prends l'arbre couvrant qui est ici, eh bien, dans ce cas-là, l'arbre couvrant n'a strictement évidemment rien à voir avec le fait que je considère le parcours préfixe ou le parcours suffixe. Ces 2 parcours-là sont finalement simplement 2 moments différents de regarder un ordre des sommets, mais c'est sur le même algorithme et donc finalement sur la même structure d'arbre qui va être induite. Et donc, vous avez un arbre ici qui va être déterminé à partir de ce parcours et qui est un arbre couvrant comme précédemment. Alors, on peut avoir d'autres arbres, d'autres structures de données que la file ou la pile. On peut avoir des structures de données plus intelligentes qui, à partir des sommets qui sont à l'intérieur, va choisir le sommet qui répond à un certain critère, qui a un poids maximum, par exemple, ou bien qui a un nombre maximum de voisins non traités, etc. C'est-à-dire rajouter finalement à l'intérieur de cette structure-là de l'intelligence. Et donc, on a aussi des notions de parcours. Mais ces 2 parcours basés sur la file et sur la pile restent des parcours un peu classiques dans la boîte à outils. Ce que je veux bien que vous compreniez, c'est que c'est ce principe, comme je disais tout à l'heure, de cette boîte noire dans lequel vous allez entrer des sommets qui sont voisins de sommets marqués et d'où vous allez sortir un prochain sommet courant. La manière dont se fait le choix, eh bien, c'est une manière algorithmique qui peut être soit FIFO, soit LIFO, comme on l'a vu, mais qui peut être plus intelligente potentiellement, c'est-à-dire aller chercher à l'intérieur des sommets qui sont dans la boîte le sommet qui optimise un certain critère. Le principe du marquage et donc du parcours reste toujours le même. Voilà pour ces notions de partage. Alors, bien. Alors, ce que je vous propose, et on verra une petite chose avec cela, c'est de vous laisser déjà, alors vous l'avez certainement déjà vu, mais comme on l'a fait ici, de faire un parcours LIFO sur le graphe suivant, à partir duquel eh bien, on va choisir ici le sommet de départ comme étant le sommet A. D'accord ?
Et l'ordre dans lequel on va traiter les voisins non marqués d'un sommet marqué va être l'ordre alphabétique. Alors pourquoi ça? C'est pour qu'on ait un peu tous la même réponse. C'est ça qui sera plus simple. Donc ça revient à dire que je démarre en ayant A ici. Donc on va regarder un ordre suffixe. C'est l'ordre que je vais considérer. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes pour traiter ce petit exemple. Marquer également. Ah, j'avais mis à partir de E. Bon, alors pardon, on va reprendre E comme ça. Ici, voilà. Et donc au début, on va se retrouver ici avec E, qui est le sommet de départ. Et donc toujours un ordre suffixe à ce moment-là. Donc marquez les arêtes aussi au fur et à mesure que vous choisissez et marquez les sommets, parce que l'arbre va avoir une certaine importance également. Bien, eh bien, on va voir donc cet exemple. Je pense que vous avez eu le temps. Donc, je sors de puisqu'elle n'est pas vide, je sors de ma pile le sommet courant qui est E. Je vais regarder si E a des voisins non marqués. Oui, il y en a même un certain nombre. Je les prends dans l'ordre alphabétique, donc B, C, D,
F et H. Donc voilà, c'est terminé pour E. Est-ce que ma pile est vide? Non, donc je dépile, donc je sors la tête de pile qui devient dans ce cas-là F. Je vais regarder si F a des voisins non marqués. Oui, il en a deux, I et J, donc je vais les mettre dans cet ordre-là, I et J. Est-ce que donc maintenant ma pile est vide? Oui. Vous avez oublié H dans la... J'ai oublié H, on est d'accord. Donc je vais revenir. Oui. Ok. Donc ici, on va enlever ça. Et on va enlever ça. Donc je reprends à ce moment-là, pardon. Donc je reprends ici avec H que j'avais oublié de mettre dans ma pile. Donc c'est H que je vais dépiler. Donc H n'est plus dans la pile. Je vais prendre donc ses voisins non marqués. Donc qui sont ici I et J. Donc je vais mettre I et je vais mettre J. Est-ce que ma pile est vide? Non, donc je dépile. Quand je dépile, l'élément que je vais sortir, c'est J. Est-ce que J a des voisins non marqués? Non. Est-ce que ma pile est vide? Non. Donc je dépile I. Est-ce que I a des voisins non marqués? Non. Est-ce que ma pile est vide? Non. Eh bien, je dépile, c'est F. Pas de voisins non marqués non plus. Je dépile maintenant D. D a-t-il des voisins non marqués? Oui. A. Donc, je marque A et je le mets en tête de pile. Je dépile A. Pas de voisins non marqués. Ensuite, est-ce que ma pile est vide? Non. Je dépile C. Pas de voisins non marqués. Est-ce que ma pile est vide? Non. Je dépile B. Pas de voisins non marqués. Est-ce que ma pile est vide? Oui. Donc j'arrête et ici j'ai donc ce parcours qui est induit par ce parcours dit LIFO ou en pile, ce qui me donne ici cet arbre courant. Alors, je vais juste aussi ici regarder quelque chose qui est que je vais étiqueter tous les sommets par rapport à leur distance dans le graphe, leur distance par rapport à eux. Vous voyez que ici, tous ces sommets, bien sûr, sont à distance 1 de E. Celui-là est à distance 2 de E, et celui-ci aussi. Bien, vous voyez que ce que j'ai écrit en rouge, qui se trouve être la distance du sommet AE dans le graphe G, eh bien, si je considère ce sommet E comme étant la racine de l'arbre que j'ai traité, c'est aussi la hauteur de ce sommet dans cet arbre. Vous voyez qu'ici, par exemple, le sommet A qui est à distance 2 de E, il est aussi à hauteur 2 dans l'arbre qui est ici. Et donc, en fait, on est dans quelque chose dans lequel la hauteur va être égale à la distance à la racine dans le graphe. C'est une propriété que je vais avoir ici, mais qui n'est pas forcément toujours, je dirais, remplie, comme on va le voir dans un cas plus tard. C'est que c'est une propriété que l'on peut avoir dans le cas de LIFO, mais qui n'est pas une propriété systématique. Bien, on va maintenant faire avec exactement le même graphe. Eh bien, ce que je vais vous demander, c'est à partir de E, encore une fois, de traiter cette fois-ci le deuxième cas, qui va être le cas donc où on utilise une file. Et on va partir avec, dans ma file, le sommet E. Et je vous laisse là aussi quelques minutes pour le traiter.
Bien. Alors, on va voir cet exemple, et comme je vous l'avais dit précédemment, hein, ici, il n'y a pas de notion de préfixe-suffixe, puisque ça donne exactement le même parcours et le même ordre. Donc, je vais regarder si ma file est vide, ma file n'est pas vide, donc je sors l'élément qui est en tête de file, qui était E, et je vais regarder si E a des voisins non marqués. Donc là, on va voir, comme tout à l'heure, le fait qu'on va voir ici B, ensuite C, puis D, puis ici, ensuite F, et je n'oublie pas H cette fois-ci. Alors, est-ce que ma file est vide? Non, donc je vais sortir la tête de file, qui est B. Je vais regarder si B a des voisins non marqués. Oui, il en a un qui est A, donc je le marque et je le mets dans ma structure. Est-ce que ma file est vide? Eh bien, non. Donc, je sors la tête de file qui est C. Est-ce que C a des voisins non marqués? Non. Donc, ensuite, je sors ma tête de file qui est D. Je regarde si D a des voisins non marqués. Non. Je sors F, qui est ici. F a-t-il des voisins non marqués? Oui. Il y a I. Et il y a J. Donc, je les marque les deux et je les mets dans ma structure. C'est terminé pour F. Ma file n'est pas vide. Je sors la tête de file qui me donne H. H n'a pas de voisin non marqué. Ma file n'est pas vide. Je sors ici encore une fois la tête de file qui va me donner A. Pas de voisin non marqué. File pas vide. Je sors I. Pas de voisin non marqué. File non vide. Je sors la tête de file. C'est J. Pas de voisin non marqué. La file est vide. Mon parcours est terminé. Et ici, vous voyez que j'ai obtenu un arbre, alors qui n'est pas exactement le même, mais ça dépend peut-être juste de l'ordre dans lequel j'ai les sommets, mais dans lequel je vais avoir aussi cette propriété de hauteur comme tout à l'heure. Donc là, vous voyez que l'ordre dans lequel les éléments ont été listés, c'est l'ordre dans lequel finalement je les ai mis dans la file ou sortis de la file ici. Et donc ça me donne un parcours qui est différent de celui du parcours précédent, même si potentiellement l'arbre pourrait être le même, mais ce n'est pas systématiquement le même. Donc voilà pour cette chose-là. Alors, je vais remonter ici et on va reprendre l'exemple qui va être là, dans cet exemple ici. Si je prends dans ce graphe-là, de nouveau, l'exemple ici d'une pile. Vous voyez? Et donc, pardon. Il faut que je récupère mon stylo. Et je vais refaire un parcours à base de piles. Dès que je peux récupérer mon crayon. Voilà. Bien. Donc, je vais la mettre ici. Et je vais partir toujours à partir du sommet A. Hein. On ne va pas changer. Ce qui va m'intéresser, c'est l'arbre. Donc, je ne vais pas regarder tout à fait le parcours. Donc, ici, je vais avoir A qui était dans ma tête de pile. Donc, je vais sortir A. Et je vais regarder ses voisins. Vous voyez que ce que je vais marquer, ça va être par exemple, donc, enfin ici, D, B et C. Ce que je vais mettre dans cet ordre-là, hein, toujours pareil, B, C et D. Ensuite, comme ma pile n'est pas vide, je sors D. D, je vais regarder les voisins. Le voisin va être H. Donc H maintenant qui est ici, la tête de pile, je vais sortir H. Et quand je sors H, je vais voir que H ici, eh bien, va avoir deux voisins qui vont être E et puis I. Ensuite, je sors ma tête de pile qui est I et qui va avoir comme successeur le sommet F. Bien, je vais m'arrêter là pour le parcours, puisque là, j'ai obtenu l'arbre couvrant. Si maintenant, vous avez ici, par exemple, le sommet F,
vous voyez que le sommet F ici va être, si je considère A comme étant toujours la racine, à hauteur 4 à l'intérieur de mon arbre. Si maintenant je regarde F et que je regarde à quelle distance F est de A, je vois que F est à distance 2 de A dans mon graphe. Donc ici, la hauteur est différente de la distance à la racine. En fait, tout se passe comme si dans ce parcours-là, à cause de la pile, j'avais d'abord foncé, si j'ose dire, le plus profondément possible à l'intérieur de mon graphe et que, au fur et à mesure, j'avais quand même regardé des petits voisins à distance 1, mais que c'est ce parcours qui va le plus loin possible dans le graphe qui domine. Et ça, c'est dû au fait que j'utilise la pile. C'est pour ça qu'on parle, quand on a un parcours basé sur une pile, de parcours en profondeur. Alors, c'est une appellation, hein, c'est parce que c'est cette image d'aller loin et profondément dans le graphe. Mais ce parcours en profondeur fait que, en effet, la hauteur des sommets à l'intérieur de cet arbre, eh bien, sont différents des distances de ces sommets par rapport à la racine dans le graphe lui-même. Donc, quand on a ce parcours en profondeur, eh bien, dans ce cas-là, on va avoir cette propriété. Alors, d'un point de vue algorithmique aussi, si vous prenez donc le parcours basé sur une pile, ici, comme toutes les structures basées sur des piles, vous pouvez avoir une version par récurrence, récursive, de l'algorithme. Mais bon, je pense que vous avez fait suffisamment de récursivité. La récursivité, c'est un principe, c'est pas simplement... Vous savez qu'un informaticien qui définit la récursivité comme étant un programme qui s'appelle lui-même mérite la pendaison, parce que c'est une conséquence, le fait qu'on ait un appel à l'intérieur. La récursivité, c'est une façon de penser récursivement une structure pour penser récursivement un traitement. Et donc là, on l'a dans le cas de la pile. Alors maintenant, si je fais la même chose, mais en me basant sur le FIFO, c'est-à-dire sur la file. Là aussi, ce qui va m'intéresser dans ce cas-là, ça ne va pas être le parcours, mais l'arbre que je vais avoir trouvé. Donc, je pars à partir de A, toujours pareil, je mets A ici. Donc, A, je vais marquer ses voisins et les prendre par ordre alphabétique. B, C et D. Donc, maintenant, c'est B qui est le sommet courant. Je regarde si B a des voisins non marqués. Oui, je vais trouver E. C'est terminé pour B. Ensuite, ça devient C. C, je vais trouver F. C'est terminé pour C. À partir de D, je vais trouver H. Terminé pour D. Ensuite, je prends E, pas de voisin non marqué. Je prends F, il a un voisin non marqué qui est I. Que je mets ici. Terminé pour F. H, pas de voisin non marqué. I, pas de voisin non marqué. J'ai terminé. Donc là, vous voyez que j'ai un arbre où cette fois-ci, si vous regardez la hauteur de chaque sommet à l'intérieur de cet arbre, eh bien, la hauteur est égale à la distance par rapport à la racine. Et là, c'est comme si, au lieu d'aller le plus profondément possible, j'avais d'abord tranché au niveau des sommets qui sont à distance 1 de A, puis ensuite une deuxième tranche ici des sommets qui sont à distance 2 de A et qui sont donc à hauteur 2 dans mon graphe, et ici les sommets à distance 3. Vous voyez, je tranche en gros dans la largeur de mon graphe, ce pourquoi quand on a un parcours basé sur une file, eh bien cette fois-ci on parlera de parcours en largeur. Et donc ce parcours en largeur va avoir la propriété qui est que la distance finalement à la racine pour chaque sommet va être égale à la hauteur. Cette propriété-là vient du fait qu'on a un parcours FIFO. Alors ça se prouve, je ne vais pas vous le prouver ici, c'est une preuve par récurrence qui ressemble un petit peu à celle qu'on a utilisée pour le lérien, mais on peut montrer en effet que puisque c'est vrai pour tous les sommets à distance 1, eh bien ça va être vrai ensuite à tous les sommets à distance 2. En gros, on peut montrer que
on ne peut pas traiter un sommet à distance i plus 1 avant d'avoir traité tous les sommets à distance i. Et ça, on peut le montrer par récurrence. Et donc là, vous avez ce phénomène-là. Alors par contre, lui, puisque ce parcours-là, puisqu'il n'utilise absolument pas de pile, hein, c'est induit par la pile, la récursivité ici, ce n'est absolument pas récursif. Donc le parcours en largeur n'est pas récursif, mais il a la propriété que la distance est égale à la hauteur. Le parcours en profondeur, lui, il est récursif, mais on n'a pas cette propriété. Donc ici, vous voyez qu'on a ces deux types de parcours, et c'est pour ça que très souvent, on a des parcours qui sont des parcours en largeur qui sont utilisés, parce qu'on a besoin d'avoir des arbres qui ont cette propriété, ce qu'on appellera, mais vous reverrez ça avec Thierry Motor, des arbres de plus court chemin. Alors on devrait dire plus courte chaîne dans le cas présent, mais on les appelle comme ça. C'est-à-dire que chaque branche de la racine à un sommet est une chaîne de longueur minimum à l'intérieur du graphe. Bien. Alors, pour conclure sur ces parcours, une petite chose ici sur le cas de parcours d'un arbre, notamment de parcours en profondeur. Vous pouvez parcourir un arbre comme on a parcouru un graphe, puisque c'est un cas d'un graphe en particulier. Vous voyez qu'on va donc avoir quelque chose qui va être le fait que si je faisais un parcours en largeur, eh bien je marque A, hein, comme on l'a vu ici. Puis une fois que j'ai marqué A, je vais marquer C, B et D, et ainsi de suite. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est une manière de voir le parcours en profondeur à l'intérieur d'un arbre par rapport à la racine. Ce que je vais faire plutôt que marquer les sommets, etc., c'est que je vais regarder la suite des sommets qui seraient les sommets courants. Vous avez vu que dans la pile, ce que je ferai ici, c'est que je vais dire, eh bien, à partir de A, je vais empiler B, C et D. Et donc ensuite, le premier sommet que je vais traiter, c'est D. Donc je vais descendre vers D. Ben là, je vais oublier B et C. Pour l'instant, je sais que je descends vers D, et je sais que ce que je vais faire en descendant vers D, par exemple, eh bien, c'est qu'ensuite, si je prends l'ordre alphabétique, c'est que j'irai vers H. Et une fois qu'ensuite, dans les sommets courants, j'ai terminé H, vous voyez, ici, ça revient à dire que j'ai traité D. Ensuite, quand j'avais traité D, j'aurais empilé ici, alors c'est dans l'autre sens que j'aurais dû le faire, pardon. On va revenir au moment où j'avais D. Donc, si je prends la pile qui est ici, vous voyez que quand j'ai traité D, je mettrai ici H et J. Donc ensuite, celui que j'irai voir, c'est J. Donc je vais descendre vers J. J n'a pas de voisin non marqué. Donc ensuite, eh bien, je reviens. C'est comme si je remontais vers l'autre voisin de D que je n'avais pas traité. Et je vais descendre et je vais sortir H. H est marqué, il n'a pas de voisin non marqué, donc je remonterai vers D. Pour D, c'est terminé, donc je remonterai vers A. Ensuite, ici, eh bien, ce que j'aurais sorti, c'est C. Donc, je serai allé vers ici. Non, pardon. Voilà. À partir de C, eh bien, je mettrai les successeurs. Vous voyez que c'est E et F. Donc, en dépilant ensuite, je serai allé vers F, qui n'a pas de voisin non marqué. Ensuite, je serai allé vers E. À partir de E, je serai allé vers L, pas de voisin non marqué. Puis vers I, pas de voisin non marqué. Puis vers K, je remonterai ici, je remonterai ici, je remonterai ici, et ce serait terminé. Donc finalement, le parcours en profondeur, c'est-à-dire basé sur une pile, si je le prends sur un arbre, je peux le voir en disant que ce que je fais, c'est que je descends. Alors là, je vais descendre un peu différemment, pas sur le dernier sur l'ordre alphabétique. Puis ici, je descends vers les voisins, je remonte. Je vais prendre celui-ci, je vais remonter, je vais aller vers là. Puis ensuite, par exemple, celui-ci. Ici, je vais aller voir K après avoir vu E. Ici, celui-ci. Ici, celui-ci. Celui-ci. Et je remonte ici.
Donc souvent, dans un arbre, quand on prend un parcours en profondeur, on le représente comme un parcours de ce genre-là. C'est la suite finalement des sommets courants, tels que je les ai vus, qui est le sommet courant que je vais prendre dans un arbre, va toujours être finalement le voisin du dernier sommet courant qui avait des voisins non marqués. Alors, si maintenant je regarde en termes de parcours, comme vous vous souvenez, on a le parcours préfixe ou le parcours postfixe ou suffixe. Alors, le parcours préfixe revient à dire que je distingue le sommet la première fois que j'y passe. Donc, je distinguerai d'abord A, puis ensuite D, puis ensuite H, puis ensuite J, puis ensuite B, et ainsi de suite. Ça, c'est préfixe. Alors, vous pouvez aussi avoir quelque chose que je vais mettre en bleu qui est suffixe ou postfixe, comme vous voulez, dans lequel on va le marquer la dernière fois qu'on le voit. Donc, je pars de A, je ne marque pas. D, je ne marque pas. H, je ne le verrai plus, je le mets dans mon parcours. Je reviens en D, je ne marque pas. J, je ne le verrai plus. Puis, je quitte définitivement D. Puis ensuite, ici, je quitterai définitivement B, et ainsi de suite. Donc, suffixe, c'est la dernière fois que je verrai le sommet dans ce parcours, et préfixe, la première. Alors, je le cite, même si celui-là est un peu... dans le cas où on a des arbres de degré 3, enfin, ce que vous appelez des arbres binaires, parfois on peut dire un sommet qui a 2 fils, on va le voir 3 fois, et un fixe, c'est qu'on va le noter à l'intérieur du parcours la 2e fois qu'on le voit et pas la 3e. Mais c'est un peu un avatar, je dirais, de ces parcours. Gardez surtout en tête la notion de préfixe et de suffixe qui correspondent tout simplement. Préfixe, c'est quand j'empile. Suffixe, c'est quand je dépile. C'est un peu ça qui est le lien. Et donc, on a tendance, quand on regarde le parcours des arbres, le parcours en profondeur, encore une fois, ici, c'est parcours en profondeur, à le voir de cette façon-là. Si vous faites un parcours en largeur dans un arbre, bien, dans ce cas-là, vous allez avoir un traitement qui ressemble à celui des graphes. On n'a pas de simplification moins visuelle comme on l'a sur le parcours en profondeur. Et évidemment, à chaque fois, l'arbre couvrant que vous allez obtenir, c'est l'arbre lui-même, puisqu'il est le seul arbre couvrant de ce graphe qui est un arbre. Donc voilà pour les notions de parcours que je voulais voir ici avec vous. Les choses donc importantes vraiment, hein, j'insiste à retenir dans cette notion-là, c'est vraiment cette boîte noire dans laquelle vous allez pouvoir entrer des données et sortir des données. Deuxièmement, qui est aussi capable de vous dire si elle est vide ou non. Deuxièmement, c'est l'algorithme utilisant cette structure qui dit que tant que non vide, eh bien, vous prenez une variable x qui va contenir la valeur que vous allez sortir. Et puis ensuite, vous allez entrer tous les voisins non marqués de x. Et vous faites ça tant que ce n'est non vide. Et ensuite, eh bien, la dernière chose, c'est le parcours lui-même. On peut l'avoir soit dans l'ordre dans lequel les sommets sont rentrés, soit dans l'ordre dans lequel les sommets sont sortis, c'est-à-dire préfixe ou suffixe. Ensuite, ce que vous mettez dans cette boîte-là, ça peut être une pile, ça peut être une file, mais ça peut être quelque chose qui va vous sortir des valeurs en fonction d'un certain critère. Mais le principe de ces algos de parcours ou de marquage sont toujours ce principe-là et donc toujours le même. Bien. Alors. On va voir maintenant. Alors, je vais commencer, je referai la preuve, je pense aussi un peu la prochaine fois, le temps que vous la digériez, mais on va voir un problème qui est un problème assez classique maintenant et qui correspond toujours aux notions d'arbres dans les graphes, qui est la recherche d'un arbre couvrant de poids minimum. Alors, tout d'abord, donc, ce que l'on considère ici sont toujours des graphes non orientés, mais cette fois-ci, je vais rajouter une notion, c'est que je vais mettre un poids, qui est donc une valeur, sur les arêtes. Alors ici, ce que l'on a, alors première chose, c'est qu'il faut un poids positif pour cette notion-là. Et deuxièmement,
Vous pouvez avoir des poids nuls ou des poids non nuls, ça ne change pas. Ça peut être des entiers ou des réels, ça ne change pas. Il faut que ce soit des valeurs. Simplement, si vous avez des valeurs négatives, ça continue de fonctionner, mais il faut faire attention à une petite chose dans l'algorithme, donc je ne traite pas le cas qui est ici. Alors, de tels poids dans les graphes peuvent représenter plusieurs choses. Ça peut représenter des notions de distance ou de temps. Par exemple, si vous avez un graphe qui correspond à un réseau de communication, ça peut être la rapidité des liens. Par exemple, dans un réseau télécom, vous avez des liens haut débit ou bas débit, haute vitesse ou basse vitesse. Ça peut être des notions de coûts, c'est-à-dire des coûts de transit financier ou de transport. Enfin bref, il y a une notion de coût qui est indiqué au niveau de chaque lien. Et donc, le problème que l'on a ici, c'est un problème comme ce que l'on vient de voir dans lequel on va chercher un arbre couvrant à l'intérieur du graphe. Mais ce que l'on va vouloir avoir ici, c'est que la somme des poids des arêtes de cet arbre couvrant, on veut essayer de faire en sorte qu'elle soit minimale. Donc, si vous prenez l'exemple qui est ici, dans cet arbre qui est dessiné en rouge, vous voyez que c'est bien un arbre couvrant de mon graphe et que si je regarde les arêtes qui sont utilisées et que je fais la somme des poids des arêtes qui sont utilisées, je trouve ici un arbre couvrant dont le poids est 26. Donc, si vous avez par exemple des indications donc, de coûts de location de liaison télécom, vous voulez interconnecter tous les sommets entre eux dans un réseau, donc il vous faut un arbre couvrant, au moins, et vous voulez essayer de minimiser le prix que vous allez payer, eh bien ici, si vous prenez cet arbre-là, vous allez payer 26. Et tout le problème que l'on a, c'est d'essayer d'avoir un algorithme qui va en fait déterminer un tel arbre couvrant dont le poids est minimum, c'est-à-dire le poids est le plus petit possible. Ici, par exemple, eh bien, on peut voir que potentiellement, sur différents exemples, il y a des arêtes qui pourraient être remplacées. Par exemple, si je prends l'arête CH qui est le poids 6 et que je remplace cette arête CH par l'arête EH qui est le poids 2, j'ai encore un arbre couvrant, mais cette fois-ci, je gagne 4 et cet arbre couvrant est de poids 22. Donc, dans le cas qui est ici, vous voyez que l'on peut faire mieux. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut trouver un algorithme efficace, est-ce que ça existe, qui permet de déterminer un arbre couvrant de poids minimum. Alors, on va parler donc d'un chercheur qui avait travaillé notamment aux États-Unis pour l'armée américaine. Bon, je vous raconterai cette histoire d'Internet peut-être une autre fois. Donc, qui s'appelle Kruskal et qui a traité ce problème. Et en fait, on parle d'algorithme de Kruskal. Ce n'est pas l'algorithme qui est intéressant, c'est la preuve que je vais vous faire plus tard, parce que l'algorithme, finalement, il est assez basique. L'algorithme, il part du principe qu'on sait que si on a... Alors, je vais essayer de récupérer le stylo. Voilà. Et voilà. Si vous avez un graphe à n sommets, eh bien, dans ce graphe à n sommets, tout arbre courant ou couvrant, vous le savez, contiendra n-1 arête. Ensuite, on ne l'avait pas indiqué, mais tout graphe connexe, puisqu'ici on prend un graphe connexe, contient un arbre couvrant. Comment est-ce qu'on prouve cette chose-là? L'argument est simple. Soit votre graphe connexe est un arbre et il est son propre arbre couvrant. Si votre graphe connexe n'est pas un arbre, c'est qu'il contient un cycle. Par exemple, celui-ci. S'il contient un cycle, sur ce cycle, si j'enlève une arête, n'importe laquelle, pas les extrémités, uniquement l'arête, eh bien le graphe reste connexe, parce que finalement, les deux extrémités de cette arête restent connectées par le morceau du cycle restant. Donc de deux choses l'une, après avoir supprimé cette arête, soit votre graphe que vous obtenez, qui est un graphe couvrant du graphe de départ, est un arbre et c'est bien un arbre couvrant, soit ce n'est pas un arbre. Si ce n'est pas un arbre, c'est qu'il contient encore un cycle. Donc sur ce cycle, si je supprime une arête, je garde un sous-graphe connexe du graphe couvrant du graphe de départ. Soit c'est un arbre et c'est un arbre couvrant, si ce n'est pas le cas, il contient un cycle, et donc de proche en proche, tout graphe connexe contient bien un arbre couvrant.
Donc, à partir de là, l'idée de base, finalement, qui est celle de Kruskal, c'est le fait de dire, finalement, un arbre, c'est tout simplement un graphe connexe sans cycle. Donc, qu'est-ce que je vais faire plutôt que de supprimer des arêtes? C'est un peu la même chose, mais finalement, on fait d'autres choses. On va choisir des arêtes. Et à chaque étape, on va choisir une arête de façon à ce que l'arête que l'on choisit ne forme pas de cycle avec les arêtes que j'ai déjà choisies. Et si je fais ça n-1 fois, je vais obtenir un arbre couvrant. Donc, c'est l'idée de base, la plus simple à laquelle on peut penser. Et puisqu'on cherche à minimiser le poids, ce que l'on va dire dans ce cas-là, c'est, puisque je minimise finalement le poids, à chaque étape, je vais essayer de prendre donc l'arête du plus petit poids qui ne forme pas de cycle avec celle que j'ai déjà choisie. Par exemple, ici, vous voyez que je regarde les arêtes de poids 1, je vais avoir celle-ci, donc je vais la prendre. Donc finalement, c'est comme si j'avais un arbre avec une seule branche et puis plein de petits morceaux d'arbres qui sont réduits à un seul sommet par ailleurs. Ensuite, eh bien, parmi les arêtes de poids 1, je vais prendre celle-ci. Alors, ce qui est important ici, c'est que vous voyez qu'en ayant fait ces deux choix-là, ça m'interdit dans le futur, évidemment, de prendre l'arête AC. Ensuite, je vais prendre, par exemple, cette arête-là. C'est terminé pour les arêtes de poids 1. Pour les arêtes de poids 2, celle que j'ai entourée n'est pas possible, mais celle-ci va rester possible. C'est terminé pour les arêtes de poids 2. Les arêtes de poids 3, eh bien, les arêtes de poids 3, j'ai par exemple ici celle-ci. Ça fonctionne, elle ne forme pas de cycle. Celle-là ne forme pas de cycle. Celle-ci ne forme pas de cycle. Donc, je n'ai plus d'arête de poids 3. Les arêtes de poids 4, celle-là, je ne peux pas la prendre parce qu'elle formerait un cycle. Celle-ci, je ne peux pas la prendre parce qu'elle formerait un cycle. Et donc, je suis condamné à prendre les arêtes de poids 5. Celle-ci, je ne peux pas la prendre parce qu'elle me formerait un cycle. Celle-ci, je peux la prendre ici. Là, j'ai obtenu n-1 arête. Donc, j'ai un arbre couvrant qui a un certain poids. Donc, cet algorithme, vous voyez, humainement, c'est un algorithme, on verra la prochaine fois un peu comment l'implémenter, mais c'est un algorithme qui est finalement assez basique et qui recherche finalement cet arbre couvrant de poids minimum. Alors, on pourrait se dire que puisqu'à chaque étape, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une arête qui va être de poids minimum, eh bien, dans ce cas-là, évidemment, l'arbre que j'obtiendrai sera de poids minimum à la fin. D'abord, l'argument ne suffit pas. L'argument ne suffit pas. Pourquoi notamment? C'est que vous avez vu qu'au fur et à mesure que l'on fait des choix, cela nous interdit différents choix dans le futur. C'est-à-dire que je fais un choix à chaque étape qui va m'interdire certaines arêtes pour les étapes suivantes et donc me condamner à prendre des arêtes de poids plus importants. Ici, tous les poids sont proches. Mais vous voyez que si au lieu d'avoir des arêtes de poids 5, 6, 7, j'avais eu 15, 16, 17, le fait de ne plus pouvoir prendre d'arêtes de poids 4 m'aurait imposé de prendre des arêtes de poids 15 ou 16. Et peut-être que si j'avais été moins gourmand précédemment sur les arêtes de poids 1 ou de poids 2, j'aurais pu prendre ces arêtes de poids 4. Donc l'argument qui correspond à dire qu'à chaque étape, j'ai fait le meilleur choix, donc j'ai fait globalement le meilleur choix, non, ce n'est pas un argument recevable, ça ne prouve rien. Et d'ailleurs, dans 99% des cas, c'est ce qui rend les problèmes difficiles, mais là, il faudra revenir me voir en master pour ces notions de difficulté de problème, mais dans 99% des cas, si vous faites localement un choix optimal, ça ne donne pas un choix global et final optimal. Alors, une petite chose aussi sur cet algorithme-là, je ne sais pas si vous connaissez ce que veut dire ce terme. Alors, le glouton, c'est un animal. Le glouton, c'est un animal qui a tendance à manger très très rapidement ce qu'il a sous le nez sans trop regarder. Donc, ce qu'on appellera un algorithme glouton, c'est un algorithme qui ne remet jamais en cause les choix qu'il a faits. À côté de cela, ce qu'on appellera un algorithme incrémental, c'est un algorithme qui va fabriquer une solution de proche en proche. C'est-à-dire que pour fabriquer une solution globale, il va rajouter finalement des éléments locaux à chaque étape. Un algorithme glouton n'est pas forcément incrémental. Bon, ça, souvent quand même si. Un algorithme incrémental n'est pas forcément glouton.
Ici, vous avez un algorithme qui a les deux propriétés. Il est incrémental, puisque ce que je fais pour fabriquer mon arbre, c'est qu'à chaque étape, je rajoute une arête. Vous voyez que d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un algorithme par héritage, c'est qu'à chaque étape, ce que j'ai, c'est un ensemble d'arbres. Et au final, j'ai un arbre unique. Donc, la propriété que je garde, et qui est due au fait que je ne choisis pas d'arêtes qui forment un cycle avec les arêtes précédentes, c'est que je garde à chaque étape des arbres. Et donc, il est incrémental, puisqu'à chaque étape, vous rajoutez une arête. Et il est glouton, parce que justement, dans cet algorithme-là, à chaque étape, vous n'allez pas dire, bien, j'ai fait un choix dans le passé d'une arête, bien, cette arête, je ne vais l'abandonner et en prendre une autre. Chaque fois que vous avez choisi une arête, vous l'avez consommée, si j'ose dire, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc ici, c'est un algorithme incrémental glouton. Alors souvent, on dit glouton tout seul parce que, en effet, 99 fois sur 100, glouton implique incrémental. Mais voyez bien les deux notions différentes entre glouton et incrémental. Alors, dans cet algorithme aussi, si je reviens à l'algorithme de départ, je vais changer un tout petit peu. Vous voyez que, par exemple, je vais considérer au départ que chaque sommet est un arbre à lui tout seul. Donc, en fait, je vais avoir au départ autant d'arbres que j'ai de sommets. Et à chaque étape, je vais donc avoir des arbres à l'intérieur de mon arbre. Quand je vais prendre ici une arête, comme je l'ai faite tout à l'heure, ce que je vais dire, c'est que je vais donner finalement le même numéro à tous les sommets de cet arbre-là, puisqu'il n'en forme qu'un seul, qui va être celui de l'arbre de plus petit numéro. Qu'est-ce que ça revient à dire? Eh bien, ça revient à dire ici que j'avais un arbre qui était numéroté 2 et un arbre numéroté 9. Eh bien, maintenant, C et F seront dans l'arbre numéroté 2. Ensuite, si je choisis maintenant, comme tout à l'heure, ici, cette arête, je peux la prendre parce que F est étiqueté 2 et A est étiqueté 1. Donc, ils ne sont pas dans le même arbre, donc je peux choisir cette arête. Mais ce que je vais faire ici maintenant, pardon, ça va rester, celui-là va rester 1. Et c'est que celui-ci va devenir 1 et celui-ci va devenir 1. Et si maintenant je regarde l'arête AC, je vois que les deux extrémités sont étiquetées 1, donc c'est que les deux extrémités appartiennent au même arbre, et donc l'arbre AC, je ne peux pas rajouter cette arête. Donc en fait, avec ce principe-là, algorithmiquement, pour savoir si une arête est éligible ou non, il suffit de regarder si ces deux extrémités ont le même numéro. Mais ça revient à dire que si, à un moment donné, dans votre graphe, vous avez deux arbres, l'un dans lequel tous les sommets sont étiquetés I, puisqu'à chaque étape, tous les sommets d'un même petit arbre vont avoir le même numéro, et l'autre J. Et imaginons donc dans votre graphe global qu'à un moment donné, il y a une arête ici, une arête de plus petit poids que vous voulez prendre. Vous voyez que comme ici, eh bien, j'ai un sommet étiqueté I et un sommet étiqueté J, cette arête peut être choisie. Mais considérons maintenant que I est inférieur à J. Puisque I est inférieur à J, je vais devoir réétiqueter tous les sommets de l'arbre J en sommet I. Eh bien, pour ce faire, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un parcours en profondeur dans mon arbre. Exactement le parcours que l'on avait vu précédemment. Mais au lieu de parcourir les sommets pour les marquer, à chaque fois que je rencontre un sommet pour la première fois, je le réétiquette I. Et je garde ensuite ma propriété qui est que le nouvel arbre que j'ai formé en unifiant deux petits morceaux d'arbre, eh bien tous les sommets ont bien le même numéro. Et dans cet algorithme, quand j'essaie de l'implémenter, ce qui va coûter cher, entre guillemets, c'est ces parcours en profondeur que je dois faire sur les petits morceaux d'arbre. Ça revient aussi à dire qu'il faut que je stocke ces petits morceaux d'arbre au fur et à mesure. Donc là, il y a plusieurs structures de données qui peuvent être indiquées ou qui peuvent être simplement du marquage de sommet, du marquage d'arête. Mais voilà un peu le principe. Donc ça, c'est l'algorithme lui-même.
comme je vous l'ai dit, a priori, le fait que localement je fasse un choix qui est optimal en prenant à chaque fois une arête possible de poids minimum ne m'implique pas directement que l'arbre que je vais obtenir au final sera de poids minimum. Parce que les choix que je fais à un moment donné vont m'interdire des choix dans le futur. Eh bien, ce que Kruskal a montré, c'est pour ça qu'on parle de l'algorithme de Kruskal, en fait, c'est la preuve de l'algorithme de Kruskal, c'est que oui, cet algorithme-là nous donne bien au final un arbre couvrant de poids minimum. Et donc, c'est un petit teasing, comme on dit maintenant. C'est la preuve que je ferai la prochaine fois, qui est une assez jolie preuve, je trouve, qui montre qu'en effet, cet algorithme, dit l'algorithme de Kruskal, fournit un arbre de poids minimum. Ah, alors je vois que chaque fois que je quitte le dessin, il me met les questions. Donc, excusez-moi de... Alors, la pile, c'est la profondeur et la file, c'est la largeur. Parce que là, quand on utilise la file pour le parcours, on a la propriété que la distance est égale à la hauteur. Hein. C'est pour ça qu'on parle de largeur. La profondeur, comme je vous l'ai dit, c'est juste parce que à cause de la pile, il va aller le plus profondément possible. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous parle un peu la prochaine fois de récursivité, je pourrais prendre un petit moment, mais oui, c'est un algorithme le parcours en profondeur peut être implémenté par un algorithme récursif parce que le fait d'utiliser une pile fait qu'on a typiquement quelque chose qui va être récursif. C'est-à-dire qu'il correspond à dire que ce que l'on fait à partir d'un de ses successeurs, c'est un parcours en profondeur sur ce qui reste. Et donc, un parcours en profondeur sur un sommet, c'est ce sommet et un parcours en profondeur sur tous ses voisins. Et donc, à cause de ça, on peut l'implémenter récursivement. Ce qui n'est pas exact, ce qui n'est pas vrai par le parcours en largeur. Donc, voilà pour la question. Donc, la hauteur, c'est donc quand vous prenez l'arbre que vous avez obtenu et que, à part vous considérez la racine, le sommet de départ, vous considérez par rapport à cette racine la hauteur de chaque sommet dans cet arbre. Eh bien, il se trouve qu'avec un parcours en largeur, la hauteur de chaque sommet dans cet arbre est égale à la distance de ce sommet à la racine dans le graphe, pas dans l'arbre. Dans l'arbre, évidemment, ce serait la même chose. C'est-à-dire que chaque chaîne à partir de la racine dans l'arbre couvrant que vous obtenez est une chaîne de distance, enfin de plus petite longueur à l'intérieur du graphe. Ce qui n'est pas vrai avec le parcours en profondeur. Alors, je vois une autre question, si quelqu'un peut me la préciser sur le côté prédéfini. Qui a posé cette question-là sur le côté prédéfini? Je ne me souviens pas de ce que j'ai employé. Oui, et alors prédéfini, j'avais utilisé ça à quel moment? Peut-être que c'était pour... Ah oui, alors là, c'est pour la question de l'algorithme de... En fait, les poids des arêtes sont des entrées du problème. C'est-à-dire qu'en entrée du problème, vous avez le graphe, les sommets, les arêtes, et vous avez les poids sur les arêtes. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on modifie ou que l'on choisit dans ce cas-là. C'est une entrée du problème qui est donnée. Donc, en fait, dans votre problème, vous avez le graphe et vous avez les poids. Et étant donné ce graphe avec les poids sur les arêtes, on cherche un arbre couvrant de poids minimum. Alors, l'algorithme, le nom de l'algorithme, c'est Kruskal, K-R. De toute façon, vous verrez, il y a deux algorithmes, je vous raconterai ça, assez proches, mais qui ont été à l'époque trouvés indépendamment l'un de l'autre. Le premier, alors je vais essayer quand même de reprendre ça et de vous l'écrire. Voilà. Donc, vous avez donc Monsieur Kruskal et l'autre, c'est Prime. Nous, on regardera Kruskal et puis je vous raconterai un petit peu la différence avec Prime. La preuve était... Alors les preuves sont assez proches, mais les deux personnes les ont trouvées à deux endroits éloignés différents pour deux raisons différentes, l'une civile, l'autre militaire. Mais ils ont tourné un peu autour de la même idée. Vous savez, c'était une époque, dans les années 60, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tous ces machins-là. Et donc, quand il y avait un problème qui se posait, les gens pouvaient travailler sur une même solution sans s'en rendre compte.
Et ensuite, quand les choses étaient publiées, on le voyait à ce moment-là. Donc, mais nous, on regardera l'algorithme de Crush. Alors, Dijkstra, qui est la troisième personne du groupe d'ailleurs, vous verrez ça avec M. Motor quand vous verrez les algorithmes. Mais Dijkstra, c'est un algorithme de marquage dans lequel le critère de choix, finalement, va dépendre du poids des arêtes. Enfin, vous verrez cela. Mais on est toujours dans ce type d'algorithme-là. Mais c'est pour chercher les chaînes de poids minimum entre deux sommets, pas des arbres couvrants. Très bien. Bon, ben, je vous propose que nous nous arrêtions là. Si vous avez encore des questions, on commencera par ça la prochaine fois.